Il a un parcours inspirant, en tout cas son parcours m'a inspiré, c'est celui de monsieur Gilles Grimm qui a plusieurs centaines d'appartements sur Paris. Il vit aujourd'hui de ses rentes et tu vas voir, il a pas mal d'expériences à te partager. J'ai eu l'opportunité de me rendre à son domicile pour échanger avec lui sur le sujet de l'investissement immobilier et plus particulièrement sur l'investissement immobilier à Paris. Cette vidéo a été tournée avant le confinement. Dis-moi dans les commentaires si tu veux voir plus d'interviews d'experts de l'immobilier sur ma chaîne YouTube à l'avenir. Et surtout, si tu veux voir plus de vidéos intéressantes sur le droit et la fiscalité, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour découvrir mes vidéos dès qu'elles sont publiées. Ici Amel Gajdan, juriste et investisseuse en immobilier, et je te laisse prendre connaissance de cette interview juste après le jingle. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour. Je suis honorée de t'interviewer. N'exagérons pas. Si. Alors je suis honorée parce que alors, qui ne connaît pas Gilles Grimm, qui ne connaît pas le serial investisseur parisien, et il se trouve que par rapport à mon histoire d'investisseuse, moi je fais tout sur Paris et je me suis inspirée de ce que tu as fait. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de t'interviewer et en plus chez toi. Tu vas me rendre timide. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Voilà. Alors pour le coup, donc Gilles, tout le monde connaît ton histoire. Tu as énormément investi sur Paris. C'est exact. Tu investis toujours sur Paris? C'est exact. Pourquoi tu investis sur Paris alors que Paris est hors de prix, on est à plus de 10 000 euros du mètre carré et finalement on nous prend pour des fous quand on dit qu'on investit de manière rentable sur Paris? Alors, l'investissement parisien a toujours posé des questions. Depuis que j'investis, tu viens de dire 10 000 euros, c'est-à-dire que ça veut dire cher en fait. C'est ça, pour l'investisseur rentable. Ouais. Je n'ai entendu autour de moi que des gens qui me disaient, quand j'investissais, ah mais moi j'attends d'investir. Et pourquoi tu attends? J'attends que ça baisse. J'attends que ça baisse. Depuis 30 ans que j'investis, je n'ai pas vu l'immobilier déjà baisser à Paris. D'accord. Stagner peut-être, baisser non. Il y a 30 ans, j'achetais en moyenne des appartements en équivalent euros, 15 000 euros. L'appartement de 16 à 18 mètres carrés. Aujourd'hui, je le vends 130 à 150 000 euros, 10 fois plus. D'accord. Moralité, tous les 8 ans et demi environ, l'immobilier double. 2, 4, 8, et on arrive donc sur 30 ans. Et ça, il faut bien se le mettre à l'esprit. Et pourquoi l'immobilier double dans Paris? Paris, c'est une ville capitale européenne, dite ville lumière. C'est une ville qui est très belle, avec une architecture extraordinaire, qui part de la période romaine. Nous avons des arènes romaines à Paris, à Monge. Nous avons des bâtiments romains encore, des soubassements d'immeubles romains. Nous avons également des bâtiments médiévaux. Nous avons également des bâtiments en murs en pan de bois qui datent du XIIIe, XIVe et XVe siècle. Ensuite, nous avons des immeubles sous Louis XIV avec de magnifiques cages d'escalier. Et nous avons enfin des immeubles empire qui sont fantastiques. Paris reste une ville excessivement belle et romantique, en plus avec la Seine qui passe, les beaux bâtiments. Historiquement, Paris, c'est une ville donc de tourisme, et c'est une ville qui est aimée et connue dans le monde, pas seulement par la Tour Eiffel, mais également par les habitants. Hein, l'histoire Béret, Camembert, litre de vin, c'est un peu ça, ça plaît encore. Et Paris a une chose quand même qui est incroyable, c'est que ça ne peut pas être extensible, même si on parle du Grand Paris. L'architecture, elle reste là où elle est là, condensée au milieu du périphérique, qui est la barrière, et Paris ne peut pas monter, à part 2-3 tours, comme la tour Montparnasse, ou quelques tours dans le 13e, où vraiment les constructions maintenant, on n'en fait plus les comme ça. Paris reste une ville où on ne peut pas monter. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours le même nombre d'habitants. Ça veut dire qu'habiter Paris, ça devient un luxe. Oui, vous m'avez bien entendu, un luxe. Alors la grande question est, faut-il acheter aujourd'hui? Ben, ma question, elle est oui, pour deux raisons. Premièrement, tu me dis que j'achète à 10 000 euros le mètre carré. Lâche-moi dans une rue,
pendant 6 heures, moi je t'en ramène à 7 000 € le mètre carré. C'est ce que j'achète moi. Hein. Il y a une possibilité, Tu vois, effectivement. je ne me vante pas, Oui, c'est oui, donc c'est la ça. vérité. Oui. 7005, allez. Que ce soit de bons quartiers ou des quartiers modestes, tout se suit dans Paris. Le 18e, 19e, 20e, 11e, 10e arrondissement ont monté plus que les autres arrondissements qui sont le 15e, le 16e et le 17e. Mais dans le 15e, 16e et 17e, l'avantage c'est que c'est du solide, c'est du pierre de taille, c'est de l'immeuble qui dure. Je me rappelle d'un directeur d'un groupe d'assurance à qui j'avais demandé conseil pour les investissements, qui m'avait dit, nous c'est très simple, je vais vous répondre d'une manière très simple, nous les assurances, quand on investit dans des immeubles, des foncières donc, qui peuvent être cotés en bourse, nous investissons toujours dans des immeubles épais comme ça, il m'avait dit. Parce que ce sont des investissements dans les assurances qui sont faits pour être pérennes et pour durer une centaine d'années, voire plus. Et là, on est tranquille, ça ne tombera jamais. Et c'est vrai, le boulevard Haussmann avec ses magnifiques immeubles sont toujours debout, et même des immeubles du 14e, 15e siècle sont toujours debout à Paris. C'est vrai qu'ils sont épaulés les uns les autres, mais ils restent debout. Effectivement. Donc, investir dans Paris maintenant, oui. Investir dans Paris avant, oui. Du moment que l'on peut louer et rembourser avec le prix du loyer le remboursement bancaire, c'est le locataire qui paye. Mais même si vous mettez un petit peu de votre poche, où est le problème? Si vous mettez 50 ou 60 € de votre poche, c'est mieux que d'ouvrir un livret de caisse d'épargne. Et à la fin, c'est payé. Alors c'est vrai que par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent, qui cherchent de la rentabilité, qui considèrent que Paris, pour l'investissement immobilier, c'est bien, mais pour du patrimonial, et qui cherchent en revanche, eux, du cash flow. Alors moi, j'arrive à en faire parce que je négocie beaucoup le prix des biens, et je pense que c'est ce que tu as fait à ton époque. Et moi, ma question, c'est, à l'époque où tu as commencé l'investissement immobilier, déjà, est-ce qu'on parlait de Paris de cette même manière-là? C'est-à-dire, bah non, pour la rentabilité, il ne faut surtout pas aller sur Paris. Et est-ce que toi, de ton expérience personnelle, tu as réussi à négocier déjà à l'époque et tu continues aujourd'hui à investir sur Paris? Est-ce que tu négocies ou est-ce qu'au contraire, tu considères que ça ne sert à rien de négocier parce que ça vaut le coup d'investir à Paris? Ça ne sert à rien de négocier parce que ça vaut le coup d'investir à Paris. Mais moi, j'ai la négociation dans le sang. Donc, je négocie quand même et j'ai des techniques de négociation que j'ai mis au point. Je ne vois pas pourquoi je ne les mettrais pas en valeur, puisque ça fonctionne. Moi, je suis capable de faire baisser un prix de 15% assez rapidement, en une journée. Donc, et sans stresser la personne en face de moi, et avec le sourire. Donc, je ne me gêne pas pour le faire, naturellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, de toute façon, on a toujours dit qu'il n'y avait pas, en effet, de rentabilité. Mais moi, je ne suis jamais parti de ce principe-là. Je suis parti du principe que je ne faisais pas un patrimoine pour faire de l'argent, mais pour faire un complément de retraite d'ici 15 ou 20 ans. Donc, j'ai un avantage sur ceux qui pensent à leur indépendance financière rapide, c'est que moi, je ne pense pas à l'indépendance financière, je pense à un placement de bon père de famille pour dans 20 ans. Donc, dans ces cas-là, je ne gagne pas, soit, mais j'en achète beaucoup. Et ça vient pallier donc ce manque de rentabilité. Je ne l'ai pas immédiatement parce que j'ai toujours, moi, opté pour le fait d'avoir un travail, d'avoir un revenu à côté de l'immobilier pour m'aider à vivre. Bon, ceci étant dit, il y a quand même des techniques de cash flow. Et si on demande, par exemple, un différé de paiement ou une franchise de loyer sur 36 mois, on touche quand même tous les loyers sans remboursement bancaire pendant 36 mois. Si vous en achetez 5 dans l'année, vous calculez à 5 ou 600 €, ça vous fait 3 000 € par mois. Plus les subventions sur l'ANA, par exemple, qui peuvent être de 30 à 70%. Vous empruntez les subventions, on vous fait un chèque. C'est de l'argent qui rentre. Et il y a plein d'autres techniques de cash flow également que tu dois connaître et qui viennent s'ajouter les unes aux autres pour vraiment faire carrément un salaire mensuel, si l'on veut. Bien que moi je conseille toujours de placer le salaire mensuel sur les assurances vie. Pourquoi? Pour réemprunter encore plus et pour montrer aux banques que l'on est prudent et que l'on gère un patrimoine en bon père de famille.
D'accord. Est-ce que j'ai répondu Totalement, à ta question? totalement. Et puis en plus de ça, c'est ce que ma banque apprécie. Enfin, je travaille avec 2 banques. Et à chaque fois, ce qu'elles apprécient, c'est que par rapport à l'adresse des biens dans lesquels j'investis, c'est vraiment le terme que tu viens de dire, en fait, l'expression de bon père de famille. Ça sécurise vraiment le banquier de savoir que j'investis sur Paris. Et avec tous les investissements que tu as fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Totalement, même en étant célibataire, je me suis considéré comme un bon père de famille avec mes appartements, ce sont mes enfants. D'accord. Et donc pour le coup, le fait de ne pas avoir une rentabilité au sens de ce que certains investisseurs entendent, donc c'est-à-dire d'avoir du cash flow immédiat, c'est pas quelque chose qui t'a bloqué au niveau des banques grâce à ces techniques-là? Non. Pourquoi? La réponse est la suivante. Dès que j'ai commencé, j'ai mis un plan d'action en marche. Et je savais, je prenais au début des prêts sur 15 ans. Ça s'amortissait tranquille. Et ensuite sur 20, 25 ans, car il est mieux de prendre le plus long possible. Et je savais qu'à un certain moment, je réunirais tous mes prêts pour faire un seul et unique prêt, reprendre un prêt sur 25 ans dans cet arbitrage, et ça diminue entre 60 et 70%, suivant le taux d'intérêt, de ce que l'on payait avant. Exemple, 20 000 € par mois de remboursement bancaire deviennent 6 500 d'un coup et d'un seul en une journée. Paf! Je pense que mon indépendance financière, là, je l'ai réussi d'un seul coup. Et alors, pour le coup, il y a une question qu'on se pose certainement, parce que toi et moi, on arrive à faire des investissements sous le prix de la valeur du marché. Est-ce que tu peux donner une ou deux astuces, une ou deux techniques de négo qui te permettent d'avoir ces prix-là? Je vais en donner qu'une, la seule? meilleure. D'accord. Ne jamais rien dire. Le silence, c'est votre ami. Le silence, c'est votre allié. Tu rentres dans un appartement avec un crayon et un bloc-notes. Classique. La personne qui va te faire visiter, négociateur immobilier ou propriétaire direct, lui, il va te présenter son bébé. L'appartement, c'est son bébé. Le bébé, c'est le plus beau du monde. Donc, il va te dire ici et ça. Tu n'écoutes pas. Toi, ce que tu fais, tu ouvres les fenêtres, tu les refermes, tu regardes. Aération haute, aération basse. Il n'y a pas, tu dis rien, tu notes. Tu vas dans la salle de bain, tu regardes les joints. Il y a des joints qui ne vont pas, tu notes. Tu tapes sur tous les carrelages. S'il y en a un qui sonne creux, ça veut dire qu'un jour, il faudra changer tous les carrelages et les faïences de la salle de bain. Tu notes. La porte n'est pas blindée. Tu notes. Il n'y a pas de VMC dans les salles de bain ou dans la cuisine, où il n'y a pas de fenêtre, où il y a un puits de lumière, il n'y a pas de lumière suffisante. Tu notes et tu ne dis rien. Le plancher, pareil. Tout va bien. Tu termines ta visite et tu dis sérieusement, gars, je vous remercie. Cet appartement m'intéresse. Et tu te tais quelques secondes et tu dis allez, donnez-moi votre dernier prix. Tout de suite. Allez, on plaisante plus. Je suis acheteur. Allez-y. Il va te donner un prix, il va le baisser. Automatique. Ou alors s'il dit non, je reste fixe, c'est pas grave. Il y a une deuxième technique. C'est celle d'ensuite. Donc il le baisse. Tu dis écoutez, je vous remercie. Je vous donne une réponse rapidement. Et tu t'en vas. Et avant d'arriver à la porte, tu te retournes et lui dis monsieur, et si je paye cash? Ah oui, bah ça change tout. Combien? Ah, là il va réfléchir. Il faut savoir que payer cash, ça ne veut rien dire, on paye toujours cash. De toute façon, chez le notaire, vous faites un emprunt ou pas d'emprunt, c'est de l'argent cash qui arrivera sur son compte en banque. Donc vous n'avez pas menti. Ah, je sais, c'est pas gentil, mais ça fait partie de la négociation. Et il va baisser encore de 5%. Et là, tu lui réponds, écoutez, monsieur, ça m'intéresse. Demain, je valide donc par une offre écrite que je vous fais transmettre. Là, deux possibilités. Soit transmise par le notaire, soit transmise par huissier de justice. Pourquoi pas? 300 €, c'est pas cher. Un huissier de justice sert également de facteur, quelque part. Il faut l'utiliser. Et sur l'offre d'achat définitif, tu mets « Monsieur, suite à la visite du temps de l'appartement de 4e étage, je décris bien le lot. J'ai l'honneur de vous faire une contre-offre au prix de... » et tu baisses encore de 15%. Cette contre-offre est motivée par les faits suivants. Lors de la visite, j'ai pu constater que le carrelage sonnait creux, que les joints étaient entièrement à refaire, qu'il n'y avait pas de VMC, point par point. Ceci va entraîner de gros travaux pour me mettre en règle avec la législation en vigueur. Déjà, on parle de loi.
Il va se dire, ouais, c'est pas lui qui le fait, ça va être moi à le faire, quoi. Donc là, il va réfléchir et il va se dire moitié-moitié. Il va remonter le prix et terminer. Ceci, ça amène à 15% de réduction. Ensuite, si la personne dit je ne veux pas vendre en dessous du prix que vous avez vu, vous vous retournez et arrivez à la porte, vous faites le coût du cash. Et si je paye cash, combien? D'accord. Donc quand tu dis cash, en fait, c'est sans condition suspensive. Cash, on ne dit pas sans condition suspensive. D'accord. Mais toi, après, cash. Concrètement, quand tu vas devant le notaire, toi, c'est condition suspensive. Je suis un homme bien, mais j'emprunte parce que ça fait partie de la règle de l'investisseur. Si on ne met pas dans le compromis de vente que l'on emprunte, je ne vois pas pourquoi, à quoi servira l'effet de levier dans ces cas-là. Et ça, il faut lui expliquer. Gentiment, et là, devant notaire, on est déjà assis, c'est trop tard, c'est fini. D'accord, ok. Bon, ben, on a des techniques un peu similaires parce que moi, j'utilise aussi le notaire comme arme de négo et je vérifie aussi toutes les anomalies du bien pour effectivement faire tomber le prix assez bas. Absolument. Alors, dans les anomalies, il faut également regarder d'une manière excessivement sérieuse les assemblées générales et surtout ne pas avoir fait donc et lancé donc une négociation sans être au courant de ce qui a marqué dans l'assemblée générale. Est-ce qu'il y a des travaux qui vont être pris en compte par lui-même, par exemple? Dans ces cas-là, vous pouvez aussi lui dire, tiens, dans l'assemblée générale, j'ai vu que vous aviez le ravalement à prévoir qui a été voté pour dans 1 an et demi, vous allez être obligé de le payer. Eh bien non, moi je vais prendre à ma charge ce ravalement. Pourquoi? Parce que le ravalement, vous avez déjà le devis, vous allez pouvoir l'emprunter, vous pouvez le déduire fiscalement. Mais vous faites baisser le prix en fonction du ravalement, mais pas le prix du ravalement, vous le faites baisser encore un petit peu plus. S'il y avait 5 000 € de ravalement, vous le faites baisser de 8 000. Et voilà, vous avez gagné donc 8 000 € d'un côté, vous allez payer 5 000 €, mais vous allez les déduire fiscalement. Si vous êtes imposé à 30%, faites le calcul, vous avez encore gagné 1 500 €. Là, c'est du 50%. Ouais, c'est pour ça que quand on investit sur Paris, on investit forcément en copropriété. Et donc, pour le coup, il faut réclamer les 3 derniers PV d'AG pour être tranquillisé. Il faut les décortiquer. Bien sûr, même sur les questions subsidiaires aussi. Il y a des petites phrases pièges comme travaux votés et non payés. Travaux votés et non décidés. Et à discuter. Plus tard, voilà. Parce que l'architecte n'a pas encore rendu patati et patata. Son rapport. Donc, il faut faire attention à ces petits mots qui peuvent être des mots juridiques importants à un certain moment. Et donc, pof. De toute façon, vous êtes là pour négocier, vous êtes là pour faire descendre le prix. Toute ligne suspicieuse comme ça est bonne pour en parler et faire baisser le prix. Donc tu confirmes que le droit, c'est utile pour la négo? Ah, il est important d'avoir des notions de droit. Petites, vous n'avez pas besoin d'être un juriste de première classe, mais petites notions de droit. De toute façon, vous allez les apprendre au fur et à mesure en passant chez le notaire, tout le temps. Mais si vous pouvez les apprendre un peu avant, c'est mieux. Et alors pour le coup, pour quelqu'un qui veut investir à Paris, qui est convaincu de l'investissement à Paris, quels sont les 3 conseils que tu donnerais? Premier conseil, c'est un conseil de prospection. Choisir son quartier. Alors, les quartiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le 16e, etc., sont des quartiers solides qui ont des plus-values sûres et régulières. Les quartiers modestes sont des quartiers beaucoup plus sensibles au niveau locatif, mais qui ont des plus-values beaucoup plus importantes parce que ça tend à rattraper les autres quartiers petit à petit. J'explique. Vous achetez un appartement dans un immeuble qui n'est pas très propre, qui n'est pas très bien habité. Mais tous les 10 ans, à Paris, il faut ravaler les immeubles. Même si ce n'est pas fait tous les 10 ans, c'est la loi. Tôt ou tard, cet immeuble, il va être beau, il va être propre. À partir de ce moment-là, vous allez prendre une très belle plus-value. Et c'est des plus-values qui vont au double du prix d'achat. Donc c'est intéressant. Les quartiers également s'améliorent dans Paris. Même les quartiers les plus mauvais, quelques-uns deviennent très bons aujourd'hui. Prenez le cas de Belleville par exemple. Personne ne voulait y aller à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est excessivement prisé. Prenez le cas de Gambetta par exemple. Il y a encore 20 ans, habiter à Gambetta, on disait oui, non. Et pourtant, le métro ne met que 12 minutes pour arriver à Opéra et 11 minutes sur les Champs-Élysées. De Gambetta, il était évident que ça devrait exploser un jour. Moi, personnellement, sur Gambetta, j'achetais à peu près à 1 000 € le mètre carré, et aujourd'hui, je ne dis pas combien ça vaut. D'accord. Et alors, un deuxième conseil? Le deuxième conseil, c'est la négociation. Et surtout, c'est la maîtrise des travaux au sein de la négociation. Parce qu'un appartement,
gérer, comme je le disais tout à l'heure, en bon père de famille, doit lui rester pérenne pour être loué longtemps sans revenir dessus. Si c'est pour refaire des travaux dans 5 ans, niet. C'est pas bon, c'est une perte d'argent également. Et une perte de temps, parce que pendant qu'on fait les travaux, donc on a une carence locative. Donc il faut mettre le paquet sur les travaux, faire des travaux de qualité, des travaux au goût du jour également, surtout s'ils sont meublés, de façon à ce que le locataire soit heureux de vivre dedans et que ça dure longtemps. Quand je dis longtemps, moi mes travaux que j'ai faits il y a 20 ans, je n'ai pas encore besoin de revenir dessus. D'accord, donc des travaux de qualité solide. Voilà. Et le troisième conseil, c'est de toujours avoir à l'esprit que chaque fois qu'on investit, c'est pour renégocier plus tard, dans 10 ou 12 ans, de façon à baisser sa charge de remboursement mensuel pour pouvoir donc acquérir donc sa fameuse liberté financière. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas grand-chose, je dirais que pour ceux qui ne sont pas encore sûrs d'investir sur Paris, c'est une erreur à mon sens. Paris, c'est une excellente ville. S'il n'y a pas de rentabilité, en tout cas vous êtes sûr de pouvoir revendre au meilleur prix plus tard. Chose qui n'est pas sûre dans certaines petites villes où il y a des désertifications dues à du chômage. À Paris, il y a du chômage, mais si on veut travailler, on trouve du boulot demain matin. Tu prêches une convaincue. Merci. Bon, merci beaucoup Gilles pour cette interview. Avec grand plaisir. Et puis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore. Au revoir. Au revoir.